Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour continuer notre formation sur Stata. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le module 6, deuxième point, l'étude de la stationnarité. Vous savez que la notion de la stationnarité est très liée aux séries temporelles. Donc quand nous parlons des séries temporelles, pour arriver à valider une série temporelle, on doit nécessairement vérifier la stationnarité de la série. Donc vous avez la littérature, vous avez les cours, vous avez plus de détails dans les cours. Alors ici, on va voir plus des aspects pratiques, comment arriver à appliquer, à vérifier certains éléments euh, théoriques. Alors, la première des choses, pour faire les tests de stationnarité, on pourrait dire il y a deux méthodes. Il y a les méthodes graphiques et les méthodes statistiques ou paramétriques. Les méthodes graphiques, ça va consister juste de faire le graphique, la courbe de votre série, et à partir de la courbe, vous savez voir si la série est stationnaire ou elle ne l'est pas. Alors là, pour ce faire, vous allez recourir à la commande tsLine. Vous mettez les noms de la variable. Par exemple, là, nous mettons tsLine xt. Je vais vérifier, avoir une idée sur la stationnarité de la variable xt. Alors là, ça va donner l'allure. Donc, en regardant l'allure, la tendance de ma courbe, on sait voir que la série ici n'est pas stationnaire. Donc, vous savez, la notion, la stationnarité, une série P ne pas être stationnaire suite à certains éléments. Donc, vous savez, la tendance, il y a la présence d'un trend. Donc, si la série est liée forcément au temps, ou au cas contraire, s'il n'y a pas de trend et que la série n'est pas stationnaire sur oui. Alors donc là, une série qui n'est pas stationnaire peut être soit un TS, soit un DS. Donc quand c'est un TS, ce n'est pas stationnaire, il y a ces trains stationnaires, et quand c'est un DS, c'est un différent stationnaire. Et la stationnarité et la stationnarité est liée à deux choses, à la variance et à la moyenne, qui doivent être normalement constantes. Alors, quand la moyenne et la variance ne sont pas constantes, on dit que la série n'est pas stationnaire. Donc, tout ça, ce sont des théories, des éléments théoriques que vous avez besoin dans les cours. Vous n'avez qu'à aller voir votre cours pour mieux comprendre ces notions-ci. Donc, en regardant l'allure, vous avez déjà une idée. Mais ça ne suffit pas parce qu'il peut y avoir des cas ambigus où vous ne savez pas très bien est-ce que c'est stationnaire ou ce n'est pas stationnaire parce que la courbe n'est pas trop précise. Ça peut arriver. Alors, à part la courbe, il y a aussi les corrélogrammes. C'est aussi une forme, on pourrait dire des courbes. Alors là, vous mettez corps-gramme, vous mettez les noms de la variable et vous définissez les lags. Alors là, vous appliquez. La lecture des corrélogrammes aussi peut vous donner une idée sur la stationnarité de votre variable. Alors les corrélogrammes vous donnent le corrélation partielle, l'autocorrélation partielle et l'autocorrélation simple. Vous avez à voir quelle allure de vos corrélogrammes partiels pour voir si la série est stationnaire ou pas. Voir aussi l'allure d'autocorrélation, ça permet aussi de voir si la série est stationnaire ou non. Donc vous avez ici les valeurs en question. Là, ce sont des représentations de ces différents coefficients. Alors, à part les corrélogrammes, on peut faire les graphiques des autocorrélations et puis les graphiques des partielles autocorrélations. Donc là, vous avez AC XT, ça va vous donner ce que nous avons là en graphique, donc ceci. Ça va vous donner ça en graphique. Et les PAC, c'est pour vous donner les partielles autocorrélations en graphique aussi. Donc quand j'ai quitté AC, ça me donne l'allure, voilà, ça me donne l'allure des autocorrélations simples, comment ça évolue. Alors là, à partir d'ici aussi, vous avez une idée déjà sur la stationnarité, ou encore vous avez les PAC à partir de l'allure ou de la tendance des PAC,
vous avez aussi une idée sur la stationnarité. Donc là, tout ça, vous avez à revoir vos notes. Il y a plus de détails dans les notes pour tirer des conclusions et savoir interpréter les pensées autocorrélation. Alors, ça, c'est la version, on pourrait dire, graphique. Alors, pour faire des tests beaucoup plus paramétriques, plus approfondis, plus précis, il y a plusieurs tests de stationnarité qui vous permettent de vérifier la stationnarité. Il y en a plusieurs, mais les plus utilisés, c'est les Durkheim-Fuller, tests de Durkheim-Fuller et les tests de Perron. Il y en a plusieurs, donc ici nous faisons que les Durkheim-Fuller et Perron. Alors pour faire les tests de Durkheim-Fuller, comme vous le savez, il y a trois équations qu'il faut mettre en place. La première équation, ou la troisième équation, comporte les traits, la constante. La deuxième aura que la constante et non les traits. Et la troisième n'aura ni traits ni constante. Donc là, pour faire ça, vous mettez deux Fuller, donc Durkheim-Fuller, vous mettez les noms de la variable. Vous mettez les lags, il faut préciser les nombres des lags. Et vous mettez trend, constant et regress. Quand vous ajoutez regress ici, c'est pour que les estimations de la régression de cette équation apparaissent. Si vous ne mettez pas regress, les estimations ne vont pas apparaître. Vous aurez juste les résultats de Durkheim-Fuller, les paramètres du test de Durkheim-Fuller. Alors là, j'exécute ça pour voir ce que ça va me donner. Voilà. Nous avons ici la première partie, ça me donne les résultats des tests de Durkheim-Fuller. Vous avez la statistique calculée, la valeur calculée, et là vous avez les valeurs critiques, les valeurs des tables de Durkheim-Fuller. Ça c'est à 1%, ça c'est à 5%, ça c'est à 10%. Vous n'avez qu'à voir à comparer les tests, la valeur calculée avec les valeurs des tables pour tirer la conclusion, voir si il y a la série est stationnaire ou pas. Il faut faire attention avec les signes, la négation dans la comparaison. Quand vous comparez les négatifs et les positifs et les négatifs, il faut tout bien faire attention parce qu'il y a possibilité de se tromper là-dessus. Alors, en ce qui concerne les choix des lags, normalement les choix des lags, pour faire les choix des lags, ici nous avons mis lag 1. Il est toujours conseillé d'aller petit à petit. Donc quand vous mettez lag 1, vous regardez les coefficients de lag 1 qui est là. Regardez les coefficients de lag 1, c'est significatif. Quand les coefficients de lag 1 est significatif, vous pouvez tenter avec lag 2. Vous tentez avec lag 2. Donc c'est un peu en tâtonnement qu'on arrive à préciser les nombres de lag parce qu'il n'y a pas une méthode précise pour vous aider à déterminer les nombres de lag. Quand vous mettez avec lag 2, vous regardez qu'à lag 2, les coefficients de lag 2 n'est plus significatif. Ici, vous avez 0.14 qui n'est pas significatif, ok, à 5%. C'est que nous ne pouvons pas nous arrêter à lag 2, on doit s'arrêter à lag 1. Ok, donc là d'office, nous allons retenir lag 1. Parce que les coefficients de lag 1 est significatif et à partir de lag 2, les coefficients ne sont plus significatifs. Voilà. Et avec constante aussi, même chose, vous appliquez et vous avez les résultats qui est là. Donc vous comparez la valeur calculée avec les valeurs de critique et vous avez ici les détails de votre équation avec constante. Et ici, il n'y a plus d'astreinte. Alors ici, avec constante ici, normalement, les coefficients de votre constante permet de voir si la stationnarité là, si avec la non-stationnarité avec dérive ou sans dérive. Vous avez qu'à voir les coefficients là. Ça vous indique déjà que s'il y a une dérive ou il n'y a pas de dérive. Et les trends aussi, les coefficients des trends qui est là, ça permet de voir si les trends est significatif ou non. Alors, à part ça, vous pouvez, la première équation, on commence toujours par la première équation, là vous avez ces non-trend non constantes,
et vous avez les résultats qui est là. Donc ici, vous avez les détails de votre équation où vous n'avez pas des trains, vous n'avez pas des constantes et vous avez les tests là qui voilà ici c'est positif. Vous allez comparer ça avec les valeurs négatives pour faire attention pour tirer des conclusions pour voir si c'est stationnaire ou ce n'est pas stationnaire. Alors, à part les tests de Docker-Fuller, on va essayer avec, si nous ne mettons pas regress ici, vous n'aurez pas les détails. Si on met regress là, on n'aura pas les détails, voilà. Donc ça vous donne juste les résultats des tests de Docker-Fuller, ça ne vous donne pas les détails des équations. Alors les tests de Perron, vous mettez juste P Perron, et puis vous mettez le nom de la variable, et vous validez, ça va vous donner juste les tests de Perron. Vous avez des valeurs calculées, là vous avez les valeurs critiques, et vous savez prendre la décision en comparant les valeurs calculées et les valeurs critiques. Voilà, vous savez faire les transformations. Si une série n'est pas stationnaire à niveau, vous pouvez transformer ces données pour que ça devienne stationnaire. Il y a plusieurs méthodes de transformation, entre autres le différence, méthode de différence. Alors pour transformer une série en différence première ou en différence seconde, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recourir à la commande generate. Vous mettez les noms de la nouvelle variable que vous comptez générer. Et si c'est aux premières différences, vous mettez D en majuscule, point, vous mettez les noms de la variable, point XD. Quand je mets là, donc je vais créer une variable DXT qui n'est rien d'autre que la première différence de la variable XT. Donc là, je prends, j'exécute. En exécutant, j'ai créé une variable XTD. Alors, XTD, on peut voir ça ici, c'est la première différence de ma variable XT. Donc là, je vais à la fin, voilà, XT, qui est la première différence de la variable XT. Voilà. Alors, si vous voulez transformer vos données en seconde différence, donc là, vous allez mettez les noms de la variable generate, nom de la variable à générer, d2.xt. Donc, mettez 2 là pour dire que c'est une deuxième différence. Alors, vous exécutez, là, vous créez une variable de deuxième différence de xt. Voilà. Alors, si vous voulez trouver le valeur décalée d'une variable, on va trouver les valeurs décalées de xt d'une période. Nous allons vous mettez generate, le nom de la variable que vous cherchez à générer, à créer, égale L en majuscule toujours .xt. Quand vous mettez L.xt, c'est pour créer la valeur, une variable décalée d'une période de la variable xt. Voilà, j'exécute. Ça va me donner une variable qui est décalée par xt. Voilà, vous avez ici. Ceci n'est rien d'autre que le décalage de cette variable ici xt. Donc la différence c'est quoi entre ici? Le décalage, on prend donc l'observation de premier mois des 60, ce sera maintenant au deuxième mois des 60. Ce qui est contraire avec aux différences. Différence, on ferait la différence entre le deuxième mois et le premier mois. C'est ça la différence entre l'effet de différence et les décalés. Alors, vous pouvez aussi faire des estimations de votre série temporelle. Alors, pour faire ces estimations, ce sont des régressions. Vous avez la possibilité de les décrire, les différentes variables. Vous voulez par exemple régresser la série xt en première différence avec des valeurs décalées d'une période. Vous mettez reg L en majuscule, entre parenthèses 0 bar 1, c'est pour dire qu'on aura décalé d'une période. La variable, on fait première différence d.xt. Si c'est la deuxième différence, on va mettre d.xt. Quand on fait ça, donc là, nous avons l'estimation
la régression de notre variable aux premières différences sur les valeurs décalées d'interroge. Si vous voulez faire 3 décalés à 3 périodes, comme ça là, régresse L entre parenthèses 0 bar 3 point D point X. Donc là, je vais rechercher la variable X aux premières différences par rapport à première différence, mais avec des valeurs décalées de 3, avec 3 décalages. Voilà, c'est ce qui va me donner, c'est la régression, ici la variable endogène, qui est première différence de xt, et ici les variables exogènes sont les décalages de cette variable ici, jusqu'à troisième. Voilà, donc vous avez ça et vous avez interprété, c'est comme on fait toute régression, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, merci pour votre attention. On va continuer avec l'analyse univariée au prochain module. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur la plateforme. Nous serons prêts à répondre à toutes vos questions. Merci et à très bientôt.